Nous avons le plaisir d'accueillir Esclarmonde Monteil, qui est directrice générale et scientifique des collections de tissus du musée des tissus à Lyon, qui est un musée absolument magnifique. Et donc la dernière conférence de cette matinée a pour but de donner à voir et comprendre les différents types d'impressions et leur vocabulaire esthétique dans plusieurs régions du monde. Voilà, et donc Esclarmonde a fait une sélection de tissus de la collection et elle va nous faire voyager. Voilà, je pense que c'est encore une heure de plaisir. Merci. Bon, c'était un peu une mission impossible, en fait, que celle qui m'était confiée, parce que, du coup... Alors, attendez, j'essaie de faire avancer. Voilà, donc j'ai appelé ça notion d'impression sur textile, parce que ce sont des techniques qui existent depuis fort longtemps, et que la multiplicité des techniques s'est accélérée au XIXe siècle, ce qui ne rend pas la tâche plus aisée. Et donc j'ai essayé d'arriver jusqu'à l'époque contemporaine. Alors l'impression textile fait partie des techniques, des façons d'ennoblir un textile. Donc on a vu ce matin la teinture. On a vu à quel point c'était déjà difficile de teindre soit en fil, soit en pièces et de faire tenir une seule couleur sur un tissu de façon à ce qu'elle résiste à la fois à l'usure, à la lumière, au frottement et au lavage. Avec l'impression, on rajoute un niveau de complexité puisque là, on veut faire tenir non pas une, mais plusieurs couleurs et non pas sur l'ensemble de la pièce, mais à des endroits prédéterminés du tissu. Donc, pendant assez longtemps, en fait, si vous vouliez avoir des motifs sur un tissu et des motifs colorés, il était plus facile de les broder sur le tissu ou de les tisser à l'intérieur du tissu que de les imprimer sur le tissu. Donc, il faut vraiment, voilà, faire tenir la couleur à un seul ou plusieurs endroits désirés sans que cette couleur migre ailleurs sur le tissu. D'où une multiplicité, notamment au XVIIIe siècle, des vocables. Peindre, teindre, imprimer, on retrouve tous les mots, toile peinte, toile teinte, toile imprimée. C'est parce qu'en fait, on part des techniques qu'on a vues ce matin de teinture, mais on les utilise de façon différente pour avoir justement ces zones colorées. Alors, dans les techniques les plus anciennes, les colorants employés sont les colorants naturels qu'on a vus ce matin, donc ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Et on a vu de façon rapide que pour les fixer à la matière du textile, il faut souvent avoir des mordants. Ce qui va faire qu'en fait, on a sur les toiles imprimées plusieurs choses, soit des toiles vraiment teintes où on utilise des mordants et où la couleur va rester plus longtemps, soit des systèmes dérivés de la peinture avec des colorants de moins bonne tenue. Donc là, je vous ai mis une image qui se rapporte à mon précédent poste, puisqu'avant d'être à Lyon, j'étais au musée de la toile de Jouy à Jouarre-Josas, et que M. Oberkampf a fait une chose qui est importante pour nous, c'est que quand il a reçu le titre de Manufacture royale en 1783, il a fait faire à Jean-Baptiste Huet un dessin pour une toile imprimée qui représente toutes les phases du travail pour obtenir une toile imprimée. Et donc là, vous voyez ce qu'on appelle les pinceauteuses, qui étaient des femmes qui arrivaient en général à jouer en bout de chaîne et qui rajoutaient les couleurs qu'on pouvait appliquer directement avec des pinceaux sur les toiles qui avaient déjà subi toutes les autres phases d'impression. Donc toile peinte, toile teinte. Au départ, on a des choses qu'on appelle toiles peintes qui vont arriver de l'Inde. Donc parce que tout ça, évidemment, c'est une invention indienne, en particulier pour le coton, puisque le coton était natif de ces pays-là et qu'on avait aussi en Inde tous les éléments qui permettaient d'avoir les colorants et de les fixer sur le coton. Donc on estime que cette technique aurait été inventée, était millénaire, peut-être même plus de 2000 ans avant notre ère, et c'est donc un procédé dérivé de la teinture. Évidemment, on a très peu de pièces très anciennes qui ont été conservées. Donc, pour restreindre la propagation du colorant, on a utilisé deux techniques qui étaient possibles. Soit on empêche le colorant de rentrer aux zones où on ne veut pas qu'il se fixe, donc c'est la technique de la réserve. Soit on favorise des liaisons fortes à certains autres endroits par l'application de mordants. Et ça, on peut le faire à la main avec la technique qu'on appelle aujourd'hui la technique du kalamkari qui est utilisée en Inde. Donc soit en peignant en fait les mordants sur le tissu, c'est ce qui va donner ce qui est arrivé en Europe à partir du XVIIe siècle, c'est les grands palampores. Donc là vous en avez un qui est sur la gauche,
qui est au musée des tissus. Ou vous pouvez faire aussi la même chose avec d'autres types de colorants sur de la soie. Donc c'est ce que vous voyez à droite, ce qu'on appelle des pékins, qui sont en fait des soieries peintes à la main avec des colorants et qui sont encore plus fragiles qu'en fait que la version sur coton. Alors le palampore, quand j'ai choisi cette image, mes collègues au musée ont dit non, vous ne savez pas leur montrer celui-là, il est horrible, il est plein de trous, il est abîmé. Mais alors je ne sais pas si l'image est assez grande pour qu'on voit les trous justement, mais on a parlé des noix de Galles à un moment et de ces mordants. Et le problème de ces mordants pour obtenir les contours foncés sur les palampores, c'est que ce sont des choses qui vont à terme manger les fibres cellulosiques. Et donc souvent, en fait, sur ces toiles peintes indiennes ou sur les premières toiles imprimées, vous allez avoir des trous qui se créent à l'endroit des contours qui étaient imprimés en noir ou en brun foncé. Voilà. Donc, ce sont les premières techniques. C'est vraiment de l'application manuelle. Donc, vous n'allez pas avoir ce qu'on cherche aujourd'hui dans l'imprimé, c'est-à-dire une répétition du motif. Ou si elle existe parce que, en fait, on utilise pour dessiner le motif au départ sur la toile des poncifs qui font que ça va se répéter quand même un peu. Mais après, quand on applique les mordants ou la cire ou la matière qui empêche la teinture de rentrer quand on teint à la réserve, il va y avoir des variations qui vont se produire. Donc, vous pouvez facilement reconnaître quelque chose, une toile peinte ou kalamkari, à ces micro-différences qui vont apparaître sur le même motif, puisque la main humaine n'est pas totalement capable de répéter à l'infini un motif de la même façon. Donc, donc les premières toiles imprimées rapportées d'Inde connues ont été découvertes en fait en Égypte dans des situations qui permettent la conservation des textiles, puisque en fait on a très peu d'humidité, donc ça a permis une certaine conservation. En Europe, les premiers tissus imprimés, on a des choses. Alors voilà, ce qu'on a dans les tissus du musée, ça a l'air d'être peint aussi. Alors, on ne sait pas trop quel matériau, c'est du lin, a priori, peint et doré, mais le problème du musée des tissus à Lyon, c'est qu'on est dans une ville de soierie et que les collections imprimées ou peintes ont été parmi les moins étudiées des collections du musée. Donc, ce tissu-là est identifié comme toile peinte, 13e ou 14e siècle, Sicile, point d'interrogation, acheté au chanoine Franz Bock au 19e siècle. Et en fait, là, on a rajouté encore un degré de complexité puisqu'on a fixé en fait de l'or sur les motifs qui avaient été peints. Donc ces tissus-là sont conservés au musée, mériteraient vraiment d'être réétudiés parce que suivant les époques, dans l'histoire du musée, ils ont été attribués à telle ou telle partie du monde ou à tel ou tel siècle et ça change régulièrement. Donc il faudrait vraiment réétudier ces tissus-là. Donc je me tourne vers Dominique Cardon en disant qu'on a besoin aussi au musée d'étudiants et de chercheurs qui viennent se replonger dans nos collections. Donc ces techniques à main levée existent toujours. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré une mécanisation croissante des techniques d'impression, en fait, les techniques les plus anciennes ne disparaissent jamais totalement et continuent d'être utilisées, au moins dans des techniques artisanales, mais elles persistent néanmoins. Alors après, du coup, face à la multiplicité des techniques, en fait, j'ai décidé de les diviser suivant les méthodes, 3 méthodes. En fait, on a soit l'impression en relief, soit en creux, soit pochoir, soit à main levée. Ça fait à peu près 4 méthodes qu'on peut employer pour transférer un motif sur un tissu. Alors l'impression en relief, la zone qui va imprimer et la zone qui est préservée en relief sur le médium d'impression. Donc ce médium peut être du bois, c'est en général ce qu'on a à l'esprit quand on pense à l'impression en relief, l'impression au bloc. Ça peut être aussi du bois avec des ajouts de métal, que ça soit ce qu'on appelle des picots, qui sont des petites pointes, on le verra tout à l'heure, ou des lamelles de métal, ou carrément en fait du métal plaqué sur du bois dans le cas des plombines. Et la matière qu'on va déposer sur le textile avec ce relief, ça peut être un mordant, pour fixer donc un colorant, une pâte de réserve, si on veut au contraire fixer des zones où le colorant ne pourra pas attacher, ou une autre technique dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent, un rongeant qui va
ôter de la couleur aux endroits en relief sur un tissu précédemment teint, ou avec évidemment les colorants actuels, un colorant direct déposé avec le bloc de bois. De même manière, on peut soit imprimer avec le relief le motif lui-même, soit ce que j'ai appelé sa contrepartie, c'est-à-dire qu'on peut imprimer ce qui va rester en blanc, si on veut garder la couleur initiale du textile, ou qui ne va pas être coloré. Donc c'est pas simplement, on ne peut pas dire c'est une impression à la réserve parce que vous avez des fleurs rouges sur un fond blanc, ou l'inverse vaut aussi. Les deux peuvent fonctionner. Donc une tradition indienne, on remonte très loin, puisque les premiers fragments de coton ont été trouvés à Mehrgarh, dans les fouilles de Mehrgarh et Mohenjo-Daro, et remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors on peut passer très vite donc du coup sur la chimie des colorants. On avait fait ajouter un petit schéma pour expliquer ce qu'étaient les mordants, parce que c'est vrai que conceptuellement c'est difficile à comprendre. On a toujours l'impression que l'imprimeur va mettre directement la couleur sur le tissu. En fait non, ils impriment des choses qui sont quasi invisibles et qui colorent temporairement pour savoir se repérer. Et donc, du coup, la même chimie des mordants peut vous servir à imprimer avec des blocs, des plaques ou des rouleaux. Voilà. Et une petite image à droite qui est sortie du traité de Jules Persoz, le traité théorique et pratique de l'impression des tissus. Donc, si vous voulez tout savoir sur l'impression des tissus avant 1846, c'est l'ouvrage auquel se référer. Donc, dans les collections du musée, parmi les choses les plus anciennes qu'on ait, on a ce fragment qui est daté du IVe siècle et qui a été trouvé à Antinoé. Donc, dans les fouilles sponsorisées à l'époque par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui s'était dotée d'un musée au milieu du XIXe siècle, a aussi donné des fonds à des chercheurs, dont Albert Gaillet, pour aller réaliser des fouilles en Égypte et trouver nombre de textiles qui ont été très bien exposés il y a quelques années à Lyon. Vous aviez eu cette exposition sur les textiles d'Antinoé. La plupart de ceux qui sont connus sont brodés ou tissés, mais il y avait aussi dans ces tombes des objets d'importation de grand luxe. Alors évidemment, il nous reste, ce sont des survivants, hein, il nous reste quelques petits fragments, mais parmi ces fragments de grand luxe, ce fragment de foulard qui a été imprimé et teint à la réserve en bleu avec différentes nuances de bleu, et qui est donc un objet daté précisément par analyse scientifique du IVe siècle. Donc ça doit être un des plus anciens qu'on connaît. Et à droite, je vous ai mis ceux qu'on a connus pendant longtemps. Donc là, il n'est pas dans nos collections, hein, il est au Metropolitan, qui met généreusement en ligne, libre de droit, énormément de photographies et d'éléments qu'on peut réutiliser. Donc là, on a du coton imprimé au bloc et teint au mordant. Donc on a le rouge et le bleu, les deux colorants, ceux qui tiennent le mieux et les plus anciens. Il nous reste un petit morceau de 21 par 15 cm. Et là, on voit que c'est au bloc parce que justement, on a suffisamment du morceau qui reste pour avoir un début de répétition du motif et savoir dire que ce motif se répète exactement et à part des blocs. Alors en Europe, évidemment, avant l'arrivée de ces tissus imprimés qui arrivent d'Inde, on sait peu de choses en fait sur les tissus avant le XIVe siècle. Les plus anciens tissus imprimés, on a des choses comme celui-ci au Victoria and Albert qui date donc du XIV-XVe siècle et où là, justement, le bloc a servi à imprimer le fond et non pas le motif lui-même, puisque le motif va apparaître en blanc sur un fond coloré. Et on a aussi des références à l'impression sur textile dans des textes. Hein. Les sources sont à peu près les mêmes que celles qu'a citées Monsieur Pastoureau en début de journée. Donc on a notamment les règlements de la Guilde florentine de l'Arte di Porsan Maria qui a été promulgué en 1411. Puis on a aussi des choses dans des traités qui n'ont pas directement trait au textile, mais par exemple le traité de peinture de Cennino Cennini de 1437 donne aussi quand même des recettes qui sont en lien avec les textiles. Donc c'est vrai qu'on a des passerelles à l'époque entre les différents arts. Au nord de l'Europe, on a des références dans des registres de taxes, par exemple à Augsbourg en 1475. Mais longtemps, on a considéré que ces tissus imprimés étaient d'origine germanique. Et puis, en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément le cas.
La diffusion en fait croissante des toiles indiennes en Europe à partir du XVIe siècle, là, on va conduire directement à une révolution technique dans l'impression sur textile. Alors au musée, on a aussi cette chose-là. On a toile imprimée Italie, XIVe siècle. Alors voilà, est-ce que c'est du XIVe siècle? Est-ce que c'est de l'Italie? Avec le problème complémentaire qu'on a des choses parfois dans l'inventaire dont on ne sait pas physiquement où elles sont. Donc tous ces tissus-là, je n'ai pas pu les voir avant en préparant la conférence. Voilà. Donc, et on imprime aussi, pas seulement sur du coton comme en Inde, mais là, c'est du coton, on a vu tout à l'heure du lin, et on a aussi dans les collections du musée une toile de laine imprimée, alors qui est identifiée Espagne, XVIe siècle, laine imprimée à la réserve. Donc lui-même, pareil, à ressortir et à étudier pour voir si c'est vraiment le cas. Donc, l'arrivée des cotonnades imprimées de l'Inde va produire une révolution technique, et une révolution technique en fait liée à une révolution commerciale, parce qu'en fait, ces tissus cotonnades imprimés avaient l'avantage d'être lavables et d'avoir des motifs très colorés présents dessus. Et évidemment, tout cela a fait peur aux industriels locaux qui étaient spécialisés, eux, dans la soierie, dans le drap, enfin la laine, le lin. Et du coup, il va y avoir une première tentative d'imitation de cette industrie à Marseille, via l'intermédiaire des communautés arméniennes qui, de proche en proche, allaient jusqu'en Inde et donc pouvaient rapporter les techniques indiennes. Et on a tenté de produire des produits de substitution aux importations d'Asie qui nous coûtaient fort cher, mais avec peu de succès au départ, ce qui va conduire en fait à une prohibition qui va être très longue en France, qui a existé dans d'autres pays européens à des niveaux divers. Mais en gros, on va avoir presque une centaine d'années de prohibition qui, en France en tout cas, va avoir le seul effet réel de cette prohibition, c'est de prendre du retard justement sur les techniques d'impression sur étoffe par rapport aux autres pays européens qui, eux, n'ont pas connu cette prohibition totale ou soit pas du tout, soit une prohibition aménagée comme en Angleterre où on n'avait pas le droit d'importer des toiles imprimées. On ne pouvait pas en produire pour le marché local, mais on pouvait en produire pour l'exportation, par exemple. Donc, évidemment, tout pour fabriquer des toiles imprimées en Europe, tout est imprimé, tout est importé au départ. Donc, on importe à la fois le coton sur lequel on va imprimer, mais on importe aussi l'indigo, les gommes, la lin, etc. En fait, on a de matériaux, de matières premières sur place que celles qui existaient à travers le Moyen-Âge et qu'on a vu ce matin. Donc, il faut apprendre à faire tout cela, et on va même envoyer en fait des espèces de missions d'espionnage en Inde. Donc, il reste un des rapports qui est conservé au Muséum d'histoire naturelle, un petit livret alors évidemment, j'ai perdu le nom du capitaine de vaisseau qu'on avait envoyé en Inde, mais qui est allé à Pondichéry faire fabriquer devant lui une de ses toiles peintes et a découpé à chaque étape un petit échantillon de ce qui se passait, pour pouvoir après rapporter ça en France et expliquer la technique. D'où l'arrivée aussi d'Oberkampf en France après la levée de la prohibition. Donc au milieu du XVIIIe siècle, on finit par lever cette prohibition, mais on n'a plus de techniciens qui sachent imprimer sur toile en France. Et du coup, les investisseurs qui se disent qu'il y a des profits à faire vont envoyer des recruteurs aux marges du royaume, notamment dans le sud de l'Allemagne, en Suisse ou en Hollande, pour aller chercher des techniciens d'impression sur étoffe. Et c'est ainsi qu'Oberkampf va arriver en France, en rapportant en France les techniques qu'il a pu étudier pendant son apprentissage dans ces régions-là. Et là, il y a eu déjà des progrès techniques énormes qui avaient été faits par rapport à la technique traditionnelle indienne. Donc on imprime toujours au bloc de bois gravé, mais on a souvent des blocs qui, comme l'image de droite vous le montre, ont des zones d'impression qui sont en métal, ce qui permet d'imprimer des motifs beaucoup plus fins que simplement avec du bois taillé, ou de créer ce qu'on appelle des picots, qui sont les petites pointes donc, de métal insérées, qui vont créer un semis de points dans le fond du tissu et qui permettent de donner une impression de profondeur en fait, au motif imprimé. Donc sur la gauche, vous voyez comment on imprimait. Alors c'est toujours la même toile des travaux de la manufacture d'Oberkampf. On a là sorti le motif de l'impression au bloc.
C'est évidemment un peu romancé parce qu'il transpose, c'est la manufacture au champ, hein, les travaux de la manufacture, mais les étapes principales sont quand même montrées. Donc vous avez un enfant qui est perché sur un tabouret, qui est le gamin tireur. Et en fait, en face de lui, il a un baquet avec un tampon encreur, on va dire, pour simplifier, sur lequel il repasse du mordant au fur et à mesure que l'imprimeur va le prélever avec son bloc de bois pour l'imprimer sur la toile. Donc, il faut en fait, à l'imprimeur, il va piocher son mordant, l'imprimer sur la toile, et il faut au fur et à mesure que la toile avance sur la planche d'impression et vienne s'étaler sur des supports, puisqu'en fait le mordant va rester humide et il ne faudrait pas que les différentes parties du tissu entrent en contact les unes avec les autres, sinon le motif va se déplacer ou contaminer un autre endroit du tissu. Donc toujours dans les processus d'impression, vous avez ce système à plat plus ou moins où on imprime, puis le tissu doit avancer et aller se suspendre un temps de séchage avant la teinture complète dans une cuve de teinture, à l'époque où on n'utilise pas de colorant direct. Je regarde l'heure parce que... Oui, bon, ça va. Donc, l'impression sur la planche, il faut aussi savoir qu'il faut préparer la planche. Vous n'allez pas imprimer directement sur le tissu. Il faut une zone d'impression qui est suffisamment souple pour que les zones en relief transfèrent leur matière sur le tissu et pas trop souple non plus pour pas que ça bave. Donc, c'est vraiment une technologie de précision, même quand on fait ça au bloc au XVIIIe siècle. Je n'ai pas parlé non plus de toutes les phases de préparation du tissu antérieures au moment où on va imprimer, mais qui sont très longues, fastidieuses et importantes, puisque le tissu, au départ, c'est quand même quelque chose qui a tendance à boire, quelles que soient les fibres, hein, que ce soit du coton, de la laine, de la soie ou même des fibres synthétiques, à boire tout ce qui est liquide et à être avec une surface moins lisse que celle du papier. Donc il vous faut préparer votre matière en amont pour que justement le matériau, le colorant ou le mordant ou la réserve que vous allez mettre dessus fuse le moins possible dans le tissu. Donc après, on a en fait petit à petit, au cours du XVIIIe siècle, une mécanisation qui va arriver et les planches vont être de plus en plus fines et pouvoir permettre de plus en plus de répétition du motif avant d'être mise au rebut. Parce que le problème de la planche de bois, même si vous utilisez des essences spéciales de bois, au fur et à mesure que vous l'utilisez, elle va s'user, quand même le motif va s'user assez vite. Et surtout, le motif qui a été gravé sur la planche de bois est unique, puisque c'est un graveur à main qui va le fabriquer. Alors que peu à peu, on va travailler avec du métal et on va, à la fin du XVIIIe siècle, inventer ce qu'on appelle des plombines, qui sont fabriquées grâce à un procédé de clichage et employé jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle. En fait, on coule un alliage de plomb dans un moule en bois gravé en creux. Et donc, ce moule en bois gravé en creux va permettre de couler plusieurs fois notre plaque de plomb et donc de répéter plus souvent l'impression avec un même motif qu'avec la planche de bois. Donc, ces feuilles de plomb coulées dans ce moule seront détachées et appliquées sur un bloc de bois sur lequel elles seront fixées et donc peuvent être produites en autant d'exemplaires que nécessaire. Voilà, ce qui fait une première en fait mécanisation et un premier pas vers la répétition plus grande d'un même motif. Évidemment, ça j'en ai pas parlé non plus, vous avez un bloc par couleur. Donc le dessinateur qui dessine un motif au départ, quelles que soient les méthodes d'impression sur textile, doit réfléchir en fonction de la méthode d'impression qui va être utilisée. Et on a entre le dessinateur du motif initial et la fabrication du médium d'impression, le travail d'une personne qui va devoir séparer les couleurs en autant de planches que nécessaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très long à faire. Alors le deuxième élément de mécanisation, parce que en fait, la demande augmente, la population augmente, donc il faut toujours produire de plus en plus vite, des quantités de plus en plus importantes et, si possible, moins chères. C'est le système qui nous a amenés à la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec la fast fashion. Donc,
On a en 1834 un monsieur Perrault qui est français qui réussit à résoudre les deux problèmes techniques en fait qui étaient problématiques pour la mécanisation, c'est-à-dire qu'il fallait déplacer simultanément la surface du textile à imprimer et les plaques portant le motif en relief, parce que sinon le motif n'était pas rabouté et les clients n'étaient pas contents. Donc le procédé de la perrotine que vous voyez là est rapide, efficace, avec un raccord entre les planches qui est invisible, mais qui ne permet l'usage que de 3 couleurs. En fait, on ne peut pas faire plus que 3 couleurs, ce qui est quand même beaucoup mieux que la planche de bois, où en fait, vous avez un premier passage pour tous les mordants qui réagissent au rouge, par exemple, pour avoir toute la gamme des roses au brun, mais il vous faut recommencer, comme vous voulez les bleus, et il vous faut recommencer encore pour les jaunes, en réfléchissant évidemment aux zones de superposition pour avoir, par exemple, les verts. Donc là, vous aviez quand même 3 couleurs qui pouvaient être imprimées quasiment simultanément. Alors, dans la gravure de gauche, on le distingue mal, mais en fait, vous avez 2 ouvriers qui font fonctionner la perrotine. Vous en avez un qui est assis en dessous, qui, d'après moi, est celui qui met le colorant sur les plaques, et un derrière la roue, au fond, qui fait manuellement avancer la machine, en fait, et avancer le tissu. Et comme tout à l'heure, on voit bien que le tissu, une fois imprimé, doit aller s'enrouler sur un système de suspension pour éviter le transfert des couleurs d'un endroit à l'autre. Donc ça, c'était une machine qui a quand même fonctionné assez longtemps et qui était quand même assez pratique. Donc là, c'est typiquement un genre d'indienne qui, après réflexion, pourrait être imprimée avec une perrotine. C'est un motif qui a été fait à Jouy, qui est en 3 couleurs et que traditionnellement on dit imprimé au bloc de bois. Maintenant, je me dis qu'il faudrait peut-être réétudier tous ces tissus-là pour voir lesquels sont vraiment faits au bloc de bois à main ou sont faits avec l'usage d'une perrotine à 3 couleurs, parce qu'on a très souvent à Jouy des cotonnades imprimées en 3 couleurs et avec un jeu d'ailleurs intellectuel très intéressant de comment combiner 3 couleurs pour donner l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Donc après, on arrive à la deuxième technique employée, qui était l'impression. Ah ben non, j'ai sauté les plombines. Alors, il y a eu aussi des machines à imprimer avec cylindre en relief en bois, notamment une machine inventée en 1800 par Ebinger à Saint-Denis, qui avait déposé un brevet, et cette machine a été employée à Beauvais et à Jouy. Mais les cylindres de bois se détérioraient en fait assez vite, parce que bois plus pression plus eau, évidemment, c'est pas quelque chose qui donne de très bons résultats dans le temps. Donc après, on passe à l'impression en creux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde les techniques d'impression sur tissu, elles sont souvent dérivées de techniques d'impression sur papier. Et que donc, quelqu'un s'est dit, on peut imprimer avec la technique de la taille douce sur du papier, pourquoi ne pas le faire sur des tissus ? Donc là, la zone qui imprime est non plus le relief, mais le creux. Et le motif peut être gravé donc soit sur une plaque, de différentes tailles, soit sur un cylindre, et ça c'est une invention anglaise de Thomas Bell. Et pour graver notre plaque de métal, on peut utiliser soit le burin, soit l'eau forte, soit des molettes pour des motifs plus petits et répétitifs. Le principe colorant est donc dans le creux, et c'est inspiré de la technique de la taille douce. Alors, c'est la technique qu'on utilise notamment, par exemple, pour les toiles de Jouy et qui est très reconnaissable puisqu'en fait, les motifs sont composés de petites hachures qui correspondent aux gravures sur le cuivre. D'abord employé donc sur papier. Sur papier, c'était plus simple parce que vous avez une encre et que le papier est plus lisse et boit moins que le tissu. Avec la plaque de cuivre ou le cylindre de cuivre pour le textile, en fait, le problème, c'est de enlever suffisamment de colorant des parties qui ne sont pas en creux et de densifier soit votre mordant, soit votre colorant à la bonne texture avec des gommes, par exemple, pour qu'il se transfère tout de même sur le tissu, qui ne reste pas coincé dans les creux, mais qu'il ne fuse pas à l'intérieur du textile. Donc là, vous voyez toujours dans les travaux de la manufacture les impressions avec les premières plaques de cuivre utilisées à Jouy et un autre exemple à gauche d'une des toiles imprimées avec les premières plaques de cuivre. Donc les premières plaques de cuivre sont des plaques de très grande dimension qui font presque 1 mètre de côté. Et un des problèmes, justement, c'est d'obtenir d'abord autant de cuivre, parce que le cuivre est déjà cher à l'époque, et surtout une surface aussi grande, vraiment plane,
de cuivre qui conviennent à l'impression. Et par contre, ça permet de faire des motifs avec des fonds blancs, puisque vous pouvez étaler votre motif sur près d'1 mètre de côté, 1 mètre carré. Donc vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus grand et laisser des zones blanches, parce que visuellement, quand vous aurez votre lait de tissu imprimé, le motif ne va se répéter que tous les mètres. Mais c'est très cher, très compliqué, les plaques s'usent. Donc, en fait, Oberkamp va vite se rendre compte, et les autres imprimeurs sur textile aussi, que s'il divise sa plaque en 2 ou en 3, pour la même quantité de cuivre, il peut avoir 3 motifs différents. Donc, il va se mettre à utiliser des plaques beaucoup plus petites en hauteur, qui font entre 20, 30 ou 50 cm de haut sur 1 mètre de large. Mais le problème, là, c'est que votre motif va se répéter tous les 30 ou 50 cm. Donc ça va très bien si c'est du motif pour l'habillement et que vous avez des petites fleurs ou des motifs géométriques. Donc là, c'est pas très grave. Mais si vous voulez faire du motif pour l'ameublement, vous allez vite terminer en fait avec des sortes de médaillons ou timbres-poste sur fond blanc qui ne fonctionnent pas. D'où un deuxième style qui apparaît avec les fonds qui vont être remplis de hachures ou de motifs géométriques. Et là, à gauche, donc je vous ai mis la toile fontaine et animaux, qui est typique de ce deuxième style et de l'usage de planches plus petites, où vous voyez en fait la répétition du motif. On est là où il y a le médaillon rond. En fait, vous avez des oiseaux en dessous, des oiseaux au-dessus. Voilà, vous avez une trentaine de centimètres entre les deux motifs. Et longtemps, en fait, on a cru que ces motifs-là imprimés avec des plaques plus petites étaient imprimés au rouleau de cuivre. En fait, historiquement, elles sont vraiment bien imprimées avec des plaques, et les premières impressions au rouleau ne concernaient pas les motifs pour l'ameublement, mais les motifs justement pour la mode, avec les motifs géométriques ou les fleurs, où c'était plus facile à faire tenir sur un rouleau de cuivre d'un diamètre relativement petit. Alors, les images des premières machines à imprimer au cylindre, on en a très peu de ces machines qui restent. Là, c'est la machine qui est conservée au musée d'impression sur étoffe à Mulhouse. Donc, vous voyez, là, par contre, c'est déjà un motif donc, de scène, de toile de Jouy, de scène à personnage, avec le rouleau en cuivre qui vient s'ancrer, entre guillemets, puisque ce ne serait pas le mot idéal, sur un rouleau qui nourrit en couleur, qui, lui, est en bois. Il faut, alors qu'on ne voit pas là sur la machine, il faut une racle qui enlève le surplus sur le rouleau d'impression avant de l'imprimer sur le tissu. Et ces racles, il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose de souple. Quand on le voit sur les dernières machines qui imprimaient au cylindre, c'est en fait l'équivalent d'une immense lame de rasoir métallique. Et s'il reste le plus petit défaut ou le plus petit grain de poussière qui reste coincé dessus, vous allez avoir une ligne colorée qui va s'imprimer sur votre toile. Donc c'est vraiment, cette lame doit être affûtée parfaitement. Et évidemment, petit à petit, les machines d'impression vont se complexifier. Au lieu d'un rouleau nourrisseur et une couleur, on va avoir plusieurs rouleaux, plusieurs couleurs imprimées en même temps, jusqu'à arriver à un nombre de couleurs assez important. La dernière des techniques dont on va parler, il faut que j'avance, oui. C'est la sérigraphie ou l'impression directe ou au pochoir. Je les ai mises toutes sous ce même chapitre, puisqu'en fait le principe est le même, c'est un procédé d'impression directe, et le principe c'est d'avoir des zones où on empêche la couleur d'atteindre certaines parties du tissu. Il implique lui aussi, comme les techniques précédentes, une séparation des couleurs pour l'impression. Et là, vous allez avoir un pochoir par couleur. Donc vous avez soit des pochoirs découpés, soit des plaques métalliques perforées, soit des cadres tendus de tissu pour la sérigraphie, soit des cylindres perforés. Donc, j'ai pas fait de digression sur les différentes techniques d'impression au Japon, parce que ça nous aurait amené trop loin et ça aurait été trop long. Donc, vous avez un seul exemple d'une technique japonaise qui est le katagami, donc le pochoir, avec cette difficulté complémentaire au pochoir que si vous voulez faire, par exemple, un rond dans un rond plus grand, comment faites-vous tenir votre rond du milieu qui doit empêcher la couleur de passer? Donc, c'est résolu dans le katagami par l'insertion. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, il y a des traits très fins qu'on voit, qui sont en fait des fils qui lient les différentes parties du pochoir entre elles et les empêchent de bouger, et qui sont suffisamment fins pour ne pas apparaître après, une fois que le tissu est imprimé.
Donc là, ça vous permet des choses d'une finesse assez exceptionnelle, hein. Et si vous avez le temps, allez à l'exposition qui est au Musée des Arts Décoratifs à Paris en ce moment. Il présente pas mal de katagami japonais. Vous verrez le degré de finesse de motif qu'on peut obtenir avec cette technique-là. Alors, la sérigraphie en elle-même, qu'on appelle à Lyon impression au cadre plat ou à la lyonnaise, devient une vraie technique d'impression en 1907 avec un dépôt, encore une fois anglais, déposé à Manchester par un certain Simon qui dépose un brevet de silk screen printing. Mais auparavant, notre même Persoz qui avait écrit la somme sur les techniques d'impression, lui avait déjà, comme il vivait à l'époque où on inventait la photographie, avait déjà remarqué que les techniques photographiques qui utilisaient la gomme bichromatée pouvaient être adaptées au tissu, puisque une fois insolée, cette gomme bichromatée devient solide, elle ne bouge plus, et les parties qu'on n'a pas insolées, on peut les laver et donc enlever la couche et utiliser ça comme pochoir. Donc c'est vraiment ça qu'on fait en fait dans la sérigraphie ou l'impression au cadre plat. C'est une forme imprimante qui est constituée d'un tissu lui-même, poreux, tendu sur un cadre. Et dans les plus anciennes versions, ce cadre en fait était enduit à la main d'une sorte de vernis pour obstruer les parties non imprimantes. Aujourd'hui, on le fait par impression photosensible sur un tissu de nylon. Donc le dessin original est imprimé sur un film transparent qu'on appelle le cliché, qui est plaqué contre le tissu de notre cadre, sur la couche photosensible. Il est ensuite insolé, exposé à une lumière forte, et les parties opaques du cliché arrêtent les rayons lumineux, donc qui ne seront pas insolés, et qui vont être dépouillés, lavés à grande eau, pour que l'émulsion de résine reste seulement aux endroits où on ne veut pas que le colorant passe. Donc il faut répéter ça pour chaque couleur. Et évidemment, encore une fois, comme toutes ces techniques qui séparent les couleurs, se pose le problème de la surimposition exacte des motifs aux bons endroits à chaque fois que vous changez de couleur. Voilà. Donc, après séchage, le cadre est vérifié, on fait des retouches éventuellement à la main et il est ensuite enduit d'un vernis protecteur pour le renforcer. Les interstices de la toile sont ensuite renouveau débouchés par aspiration et le vernis polymérisé en étuve. Donc vous pouvez soit le faire à plat sur des grandes tables, donc là c'est ce qui se pratique pour les carrés Hermès par exemple. Il y a aussi les impressions rotatives au cylindre, où là en fait, ou autrement appelé cadre rotatif. Donc là, la forme imprimante, écran plus couche photosensible, est cylindrique et tourne autour d'un axe horizontal. Et la racle, cette fois, n'est plus comme dans le cylindre de cuivre gravé à l'extérieur, mais à l'intérieur, puisqu'elle force en fait la matière colorante à sortir par les trous. La vitesse d'impression de la sérigraphie rotative est nettement plus élevée que celle de la sérigraphie à plat. Donc on est toujours dans notre processus de mécanisation, faire imprimer le plus possible et le plus rapidement possible. Donc voilà, là vous voyez, on peut là, pour le coup, avoir beaucoup de couleurs qui se succèdent dans différents cylindres. Après, je vous ai mis quand même une technique qui a été très peu employée, mais qui existe et qui montre bien cette transmutation en fait, des techniques sur papier vers le textile. C'est la lithographie. Donc la lithographie est un procédé d'impression à plat pour papier qui a été inventé par Alois Sennefelder en 1796, donc c'est un processus assez ancien, et qui repose sur un principe de répulsion d'eau et de graisse. Donc lithographie pierre, lithos, on dessine sur une pierre calcaire non poreuse à l'eau à l'aide d'un crayon ou d'une encre grasse dite lithographique. Les parties non dessinées sont recouvertes d'une solution acide qui va attaquer la pierre, et on laisse agir jusqu'à ce que la pierre en fait ne soit plus attaquée. On essuie. Et la graisse du crayon lithographique et le calcaire se sont combinés en formant une espèce de pellicule très adhérente à la surface de la pierre. Donc après, en fait, on mouille la pierre, on encre le rouleau pour le papier qu'on passe sur la pierre et l'encre grasse se dépose sur les parties dessinées. Et on peut faire la même chose avec un colorant ou une encre qu'on va appliquer sur un tissu. Donc là, l'exemple, ce sont 2 devants de gilet qui n'ont pas encore été découpés et qui sont imprimés en grisaille avec une technique de lithographie sur du satin de soie. Alors évidemment, j'ai pas l'échelle sur la photo, mais ça donne quand même une impression d'une définition complètement folle avec une finesse de trait absolue.
Et là, le médaillon, ça ressemble beaucoup à des choses, des tableaux de Angelica Kauffmann, qui a produit énormément de choses à cette époque-là. Le problème de la lithographie, c'est certes un processus qu'on peut répéter un assez grand nombre de fois, mais il n'est adapté qu'à des petites surfaces, parce que sinon il vous faudrait des pierres et des presses énormes pour arriver à faire un grand motif. Donc ça fonctionne particulièrement bien justement pour ces gilets qui étaient imprimés à façon, à disposition, et donc après vous apportiez le morceau de tissu chez votre tailleur et vous faisiez le gilet à votre mensuration. Voilà. Et évidemment, la dernière des techniques qui nous fait en quelque sorte reboucler avec la première, avec la technique où on peignait directement sur un tissu, c'est l'impression numérique qui s'est fortement développée ces 10-15 dernières années, qui au départ ne donnait pas pour les puristes des résultats très satisfaisants, mais qui maintenant en fait est arrivé à un niveau de technologie qui permet d'obtenir des traits vraiment de l'ordre d'en dessous du millimètre, et surtout en fait d'obtenir toute une gamme de couleurs énorme. Donc on n'a plus besoin de faire la séparation des couleurs en fait. Avec l'impression jet d'encre, on élimine certains frais à la créativité puisqu'on n'a pas de limitation de nombre de couleurs dans le dessin. On peut imprimer directement des photos. On n'a pas de gravure, de cadre ou de médium d'impression avant l'impression. Donc on peut aussi modifier beaucoup plus facilement les dessins. Et la qualité d'impression reste quand même de nos jours de haut niveau. On peut faire cela en fixer lavé et garantir ce dont on parlait depuis ce matin, c'est-à-dire une bonne cohésion des colorants avec les fibres. Et préserver cependant l'aspect final du textile et la matière du textile. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a l'impression directe par sublimation qui fonctionne le mieux sur les matériaux synthétiques. Donc, ce sont des applications auxquelles on ne pense pas forcément, mais par exemple, toutes les bâches que vous voyez sur les échafaudages des monuments en travaux, c'est ce genre de technique. L'impression à jet d'encre DTG, donc c'est de l'anglais, hein, Direct to Garment, sur les tissus naturels. Et puis après, on a deux processus aussi différents, soit du jet continu, soit du goutte à goutte à la demande. Donc pas de limitation de couleur et modification des dessins très simple. Voilà à quoi ça peut ressembler une machine à impression jet d'encre. Voilà. Donc juste pour conclure, les fibres textiles, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, en fait, sont multiples et ne réagissent pas de la même matière au colorant, alors qu'une même encre peut a priori convenir pour tous les types de papier ou presque. C'est en ça que réside une des difficultés de l'impression sur textile. D'autre part, ce dont on n'a pas parlé, les textiles sont flexibles, extensibles et leur surface n'est pas lisse. Donc préalablement à toute impression, ils doivent être préparés, mis en forme pour éviter qu'ils se déforment pendant l'impression, auquel cas vous auriez des motifs qui varient suivant la déformation du tissu. Sachant que dans les techniques anciennes, à chaque fois vous avez des bains de teinture, de relavage, donc à chaque fois vous redéformez votre tissu et il faut que le motif qui va venir se réinsérer dans le motif initial s'y insère quand même, d'où la difficulté technique. L'impression textile, mais aussi en jeu des laises et des longueurs importantes. Donc ça, c'est aussi une différence par rapport au papier. Les textiles sont aussi absorbants. Donc suivant la fibre que vous allez utiliser, vous n'allez pas mettre la même quantité de colorant, puisqu'elle va boire plus ou moins le colorant. Et comme les textiles sont utilisés dans la vie quotidienne, que ce soit pour l'ameublement ou pour le vêtement, il faut une résistance forte des motifs, puisqu'il est nettoyé, usé par frottement ou par abrasion et soumis à l'action de la lumière. Et évidemment, tout ça en préservant le fait que le textile doit être agréable au toucher, puisque ce sont des choses pour l'habillement qu'on porte contre la peau. Voilà, donc c'était un peu rapide, mais voilà. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois passionnante et érudite. Et je renouvelle mes remerciements à nos intervenants de ce matin, à vous, nos fidèles.